Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média, la guerre des paysans d'Allemagne au début du XVIe siècle. Thomas Müntzer, le leader charismatique, un prédicateur protestant, qui a pris la tête de cette révolte. Tout ça, on ne connaît pas très bien en France, ça ne fait pas vraiment partie de la culture historique générale, et pour cause, c'est du côté de l'Allemagne. C'est surtout en France la culture très militante qui s'intéresse à la guerre des paysans et à la figure de Thomas Müntzer, personnage qui pose un problème très intéressant à la gauche, puisque c'est un prédicateur, c'est un religieux, c'est un théologien qui participe pleinement à la réforme protestante, d'abord aux côtés de Luther, mais il s'engage beaucoup plus que Luther, beaucoup plus radicalement que Luther, dans la Révolution, puisque c'est véritablement de cela qu'il s'agit. On souligne souvent que les soulèvements, tout au long du Moyen-Âge en particulier, au début de l'époque moderne, et même tout au long de l'Ancien Régime, ces soulèvements expriment une impossibilité de continuer à subir l'oppression seigneuriale, mais échouent tous, les uns après les autres, faute de programme, faute d'articulation pour le futur. C'est d'ailleurs l'un des reproches qui peut être fait à Thomas Müntzer lorsque l'on se penche sur ses écrits, puisque ce personnage, sur lequel on sait relativement peu de choses, a laissé quelques écrits, pas très nombreux, beaucoup moins importants que ceux de Luther, et pour cause d'ailleurs, puisque la défaite des paysans en 1525, défaite militaire, lui a valu la mort après les tortures très rapidement, dès le mois de mai 1525. On a quelques textes donc de Thomas Müntzer qui ont été réédités récemment aux presses universitaires de Lyon, et la préface de ce livre, qui s'appelle Thomas Müntzer 1490-1525, Christianisme et Révolution, écrit théologique et politique, a été faite par nos deux invités, que je remercie très vivement d'être là. C'est un honneur pour la Grande Hache de les avoir avec nous. Éric Vuillard, d'abord. Bonjour. Bonjour Éric, que tout le monde connaît, ne serait-ce que parce que c'est un écrivain qui a reçu le prix Goncourt en 2017 pour L'Ordre du Jour, un livre qui avait déjà une matière historique importante de départ. Éric, tu as écrit sur Thomas Müntzer et sur la guerre des paysans un livre qui s'appelle La guerre des pauvres, qui est paru en 2019, à l'époque d'ailleurs du mouvement des Gilets jaunes. Tu as rédigé donc la préface de ce livre avec Johann Chapoutot, spécialiste donc, vous le savez, du nazisme, de l'histoire culturelle nazie, avec toute une série d'ouvrages marquants à ce sujet, la loi du sang notamment, la révolution culturelle nazie. Tu es spécialiste plus largement d'histoire et de civilisation germanique. Alors il y a plein de problèmes historiques qui se posent autour de cette figure, et notamment celle des liens entre religion et politique. Ce n'est pas une mince affaire. Comment est-ce qu'on peut tirer d'un langage qui prend les formes du religieux, un message politique? Je reprendrai volontiers ce que tu as dit en introduction sur le lien qui est bien posé dans le titre, en couverture, entre christianisme et révolution. Ça, c'est quelque chose qui peut nous surprendre aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde très largement déchristianisé pour plein de raisons. Et on oublie ce que tu as rappelé en introduction, c'est-à-dire que la figure du Christ est une figure qui est revendiquée comme étant émancipatrice par des mouvements alors de jacquerie, d'insurrection, etc. Jusque très tard, tu parlais de l'Ancien Régime, mais on peut aller jusqu'au XIXe siècle. Je pense notamment à ce qu'a écrit Quentin de Luermoz dans Le Crépuscule des Révolutions, quand il rappelle qu'en 1848, sur les barricades, on a le drapeau rouge et on a les icônes du Christ en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui se poursuit très tard, au fond, dans l'histoire du catholicisme, si on prend cette histoire-là, avec la théologie de la Révolution, après 1945, en Amérique latine, l'idée selon laquelle le Christ est une figure du peuple, une figure émancipatrice, une figure subversive, qui chasse les marchands du temple, qui conteste les hiérarchies, qui conteste également les grands maîtres de l'Église juive de l'époque, et qui donc n'est pas du tout cette figure
d'établissement d'un ordre, au contraire, qui bouleverse tout cela. Et on sait très bien ce qu'il est advenu de la théologie de la Révolution, c'est-à-dire qu'elle a été éradiquée complètement. C'est toi qui connais bien mieux l'histoire de l'Église que nous, mais sous le double coup de boutoir d'un pontificat, celui de Jean-Paul II, et d'une préfecture du Saint-Office, qui était le cardinal Ratzinger, tout cela a été éradiqué, éliminé, à coup d'excommunication. Mais c'est une potentialité subversive, critique qui demeure. Et on la voit au XVIe siècle, et on la voit d'abord et avant tout avec la figure de Luther, parce que c'est par lui qu'il faut commencer, pour le cas de l'Allemagne. Alors, comme tu le disais, moi j'enseigne l'histoire de l'Allemagne, et normalement en contemporaine, mais j'ai quelques libertés, et je fais également de l'histoire moderne, parce que tout part de l'histoire moderne, si on veut comprendre véritablement ce qui se passe en Allemagne, et plus généralement dans ce qu'on appelle Mitteleuropa, c'est-à-dire l'Europe centrale. Ça part d'abord avec le grand mouvement réformateur des Hussites. Un siècle avant Luther, au début du XVe siècle, avec ce mouvement puissant qui est un mouvement national, qui subsiste encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, le mouvement autour de Jan Hus, ce réformateur qui dit la même chose que Luther. En gros, il dit que l'Église est corrompue, qu'elle est devenue un pouvoir politique d'oppression, et que par ailleurs, il faut revenir à la figure du Christ, à la pureté évangélique de l'Église des premiers temps. Ce qui, cum grano salis, peut être résumé par l'idée que, au fond, ces gens-là sont des salafistes. C'est-à-dire des gens qui veulent revenir aux salafs, aux ancêtres, à l'Église des premiers temps et à l'Église primitive, donc à la pureté des origines. Jan Hus déclenche un grand mouvement qui est un mouvement à la fois théologique et national, mais qui est éradiqué par l'Église, puisque Jan Hus, qui est invité au concile de Constance en 1415... Pour y défendre ses voilà, thèses. Avec un magnifique sauf-conduit, eh bien, se retrouve sur un bûcher à ce moment-là. Bon. Il n'aurait pas dû répondre à l'invitation. Il n'aurait pas dû répondre à l'invitation. Ce qu'a fait Luther plus d'un siècle après, qui est quand même allé à la diète de Worms, hein, avec beaucoup de courage. Mais Jan Hus, au fond, ne bénéficiait pas d'une infrastructure technique, il faut le dire, qui était celle de l'imprimerie, qui a été, sinon inventée, du moins diffusée quelques décennies plus tard. Luther, c'est Jan Hus plus l'imprimerie. Hein, ce n'est pas les soviets plus l'électricité, c'est Jan Hus plus l'imprimerie. Et de fait, ça prend dans un contexte très inflammable, qui est celui de l'Allemagne tardo-médiévale, on va dire, qui se trouve travaillé par plusieurs mouvements à la fois culturels et sociaux. Les mouvements culturels, eh bien, de fait, c'est la Renaissance, l'humanisme et la théorisation ou la thématisation d'une sorte de conscience nationale, alors à prendre au sens médiéval du terme, hein, de natio, c'est-à-dire je suis né ici, je parle telle langue et je me reconnais dans tel groupe, hein, c'est ça la nation tardo-médiévale. Et de fait, on se reconnaît comme allemand, c'est-à-dire parlant un dialecte qui est de l'ordre de l'allemand et qui se reconnaît plus ou moins apparenté entre Hambourg et la Bavière, bon. Par opposition au sud, c'est-à-dire à l'Italie, à tout ce qui est ultramontain, ultramontes, au-delà des Alpes. Voilà. Et c'est intéressant parce que l'Allemagne se trouve travaillée par un mouvement qui a travaillé la France, au fond, le royaume de France, tu le sais mieux que quiconque, un petit peu auparavant, en l'occurrence au XIVe siècle, qui est le gallicanisme. Et en Allemagne, on cherche une sorte de catholicisme germanique qui soit plus indépendant de la papauté et notamment de la fiscalité pontificale. Parce que ça, c'est un autre point important par rapport au royaume de France, structuré fiscalement et juridiquement de manière très puissante depuis au moins le début du XIVe siècle. Il n'y a pas de pouvoir central fort en Allemagne. Il y a un empereur, qui est un primus inter pares, qui est quelqu'un qui est un grand, mais parmi les grands, et qui n'a pas réussi à s'imposer face au pouvoir pontifical. Ce qui fait que la ponction fiscale de l'Église est atroce. Et d'autant plus pesante que l'Allemagne de ce centre de l'Europe, où les mines se développent, les mines d'argent notamment, voit arriver une bourgeoisie à la fois industrieuse et riche qui tolère de moins en moins la ponction fiscale. Et donc c'est dans ce contexte-là que Luther arrive, dans un contexte d'ailleurs de scandale fiscal, puisque Luther réagit d'abord et avant tout au scandale des indulgences. Les indulgences, qu'est-ce que c'est? C'est la vente de sacra, la vente de sacrements. En l'occurrence, tu achètes des années de purgatoire contre monnaie sonnante et trébuchante. Le purgatoire, donc c'est cet endroit après la mort où l'on subira un certain nombre de tourments à mesure des péchés qu'on a commis de son vivant avant de pouvoir gagner le paradis. Et l'Église vend des abrègements
de cette durée, des remises de peine. de la durée de ce... Voilà, c'est ça, post-mortem. Des remises de peine. Le purgatoire, c'est littéralement le lieu où on est purgatus, on est purgé de ses péchés, parce qu'on n'est pas encore assez digne d'accéder au paradis, et on peut y rester quelques millions d'années, hein, selon la théologie de l'époque. C'est quelque chose, une sorte de préventive. Une sorte de préventive, exactement. C'est de la préventive, un peu comme la préventive en France, parce que c'est très spécifique à la France. Et donc, tu peux acheter des remises de peine contre de l'argent. Alors, pour Luther, c'est un scandale, parce que, c'est de la simonie, hein, c'est le péché de simonie, c'est le fait de vendre des sacrements ou de vendre du sacré, et des sacra, comme on dit en latin. Et deuxièmement, ça alimente une église qui est livrée, selon lui, alors on est à l'époque des papes Borgia, hein, qui est livrée, selon lui, au lucre, au stupre, au péché, etc. Pas fidèle au message christique de pauvreté, d'humilité. Luther, c'est un moine augustinien. C'est un moine augustinien, un ordre rigoureux, qui à la fois rigoureux théologiquement et moralement, et qui n'accepte pas ce qui se passe. Il fait un voyage en Italie au début des années 1510, il est révulsé par ce qu'il y voit, bref. Et il décide de réagir à tout ça, mais de réagir à tout ça dans le cadre de l'Église. Et c'est d'ailleurs ce qu'on ne comprend pas généralement. On parle de l'affichage des 95 thèses en 1517 comme de l'acte de naissance de la Réforme. Or, ce n'est pas le cas. Luther, c'est un fonctionnaire de l'Église catholique. Il est prêtre, il est moine et il est maître de conférence en théologie à Wittenberg. C'est un homme de l'appareil. Et il décide de réagir en bonne procédure scolastique en proposant un débat, une disputatio, comme on dit à l'époque, en affichant des thèses et en appelant d'ailleurs dans le préambule des thèses au débat théologique. Et c'est à la suite de la réception de ces thèses, et en raison également de l'intelligence de Luther, de sa fermeté intellectuelle et morale, et du fait qu'il a raison, au fond, que le rapport se durcit avec la hiérarchie catholique et qu'il est peu à peu poussé vers la sortie. En l'occurrence, il est excommunié au début de l'année 1521. La sortie, c'est l'hérésie, du point de vue de l'Église. Absolument. Il est dénoncé comme hérétique, hein, de manière littérale par le pape dans sa bulle d'excommunication. Et c'est le fait que Luther ne veuille pas se rétracter, parce qu'il a raison, selon lui, qui mène à la rupture qui a lieu définitivement en 1521, puisqu'en 1521, il est excommunié d'une part, et d'autre part, il est mis au ban de l'Empire par la diète de Worms, par Charles Quint, hein, en avril 1521. Mis au ban, ça veut dire littéralement qu'on peut l'assassiner, on peut le tuer sans être, voilà, impunément, sans être poursuivi. Protégé par aucune loi. Voilà, il est vogelfrei, comme on dit en allemand, c'est-à-dire libre comme l'oiseau, autrement dit, libre d'être tué comme un oiseau par un chasseur. Hein. L'expression est assez vibrante. Mais contrairement à de très nombreux autres contestataires au cours des décennies, des siècles précédents, au sein de l'Église, Luther, certes, est condamné comme hérétique, mais lui, sa réforme, sa critique, elle va avoir une pérennité, et même une pérennité absolument extraordinaire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il rencontre un contexte social et culturel où son message est audible. Et par ailleurs, son message peut être diffusé par le support technique, non seulement de l'imprimerie, mais aussi de la xylographie, des colporteurs, des affiches, des tracts, etc. Et il y a un autre phénomène, un autre facteur qui est important pour Luther, c'est que non seulement il a un succès populaire, de fait, grâce au colportage du message, mais également il fait alliance avec les princes. Il a un soutien politique. Parce qu'aucune hérésie jusque-là, à part Jan Hus, oui, en Bohème, n'avait eu au cours du Moyen-Âge. Absolument. Et là, il y a un soutien massif, et très important, puisqu'il y a quand même 2 princes électeurs. Hein. Il y a à l'époque 7 princes électeurs qui élisent l'empereur, et parmi eux, il y en a 2 qui prennent fait et cause pour Luther. Alors non seulement pour des raisons théologiques et de sincérité, on va dire, religieuse, mais aussi parce que si on conteste le magistère, si on conteste la structure de l'Église, on peut récupérer quand même les prébendes, on peut récupérer les abbayes, on peut récupérer les revenus des évêchés, et ça n'a pas échappé aux princes. Et donc il est protégé par eux, et il fait une sorte de pacte faustien au fond, hein, qui est effectué entre Luther et les princes. Il fait alliance avec eux, ce qui d'une part va lui permettre, lui, de survivre, tout simplement, de traduire la Bible. Il va être hébergé au château de la Wartburg, à Eisenach, il va pouvoir travailler, il va pouvoir diffuser son message, mais également ça le coince. Ça le bloque, puisque désormais il est lié pied et poing, au fond, du point de vue de son corps, si tu veux, à ces princes qui le protègent, hein, littéralement. Et dès lors, il y a une bifurcation qui s'opère, et c'est là que Münzer entre en ligne de compte. Parce que Luther a suscité des désirs et des espoirs d'émancipation
théologique, mais aussi social, de l'ordre, alors le mot n'existait pas dans ce sens-là à l'époque, mais de l'ordre de la révolution, de l'ordre de la subversion, de l'insurrection. Changement de système, quoi. Du changement, voilà, de la subversion de l'ordre social, puisque certains commencent à dire, bon, le message du Christ, c'est peut-être aussi que l'on peut être heureux ici et maintenant, et non pas attendre la mort et souffrir dans cette vallée de larmes pour voir advenir une justice divine. La justice divine, elle peut advenir à ce moment-là. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de théologie de la libération. Hein. Et Münzer fait partie de ces gens-là, pour des raisons personnelles, sociales, sans doute, mais le divorce va s'opérer, parce que quand Münzer va dire à Luther, bien, dont acte, continuons dans ce sillon-là, faisons advenir la justice de Dieu, la justice du Christ, ici et maintenant, contre les abus, contre les ponctions et contre l'oppression, eh bien là, Luther va divorcer. Luther ne peut pas suivre parce que, on va dire, socialement, intellectuellement et politiquement, il est lié à une technostructure d'empire dont il ne peut pas se défaire. Et alors, le dernier élément de contexte, c'est l'agitation dans les campagnes. Face à ces problèmes bien concrets, terribles hein, au quotidien, ponction fiscale énorme, ponction seigneuriale de la part de la noblesse, de l'aristocratie et surtout de l'Église, au début des années 1520 en particulier, se succède une série de révoltes populaires. Et Münzer, qui a déjà rompu, hein, si je me souviens bien, avec Luther, sur ces questions justement d'ordre politique, hein, qui fait une autre lecture de Luther, de la manière dont les pouvoirs doivent être agencés selon les Écritures, va prendre la tête d'une de ces révoltes, hein, ce qui va finalement lui coûter la vie. Oui, alors effectivement, on se rend compte qu'il y a le feu dans l'Empire au début du XVIe siècle. La carte des révoltes est très nette, hein, c'est à l'ouest, hein, donc l'Alsace, on va dire, actuelle, et puis au sud, donc Franconie, Bavière, Thuringe, un petit peu en Saxe également. On a des phénomènes de révolte paysanne, des jacqueries, comme on disait sous l'Ancien Régime, et on se rend compte, par exemple, que contre la ponction fiscale de l'Église, notamment, il y a des revendications, alors on dirait aujourd'hui d'ordre communiste, mais en fait plutôt d'ordre communal ou communeuse. Il y a une revendication des communs, parce que c'est très intéressant, à l'époque, le droit romain, qui arrive dans le sillage de l'Église, s'impose contre les us et coutumes et contre le droit oral, le droit coutumier de ces régions. C'est un grand traumatisme d'ailleurs en Allemagne qui va durer jusqu'au XIXe siècle, hein, ce débat entre le droit écrit codifié romain, avec sa théorisation de la propriété, et le droit, on va dire, communal, coutumier, saxon, originel. Et des paysans et des villageois se voient déposséder des communs, précisément, des herbages, des pâturages, du glanage en forêt. Et au début 1525, en mars 1525, on a un texte fameux, hein, les 12 points des paysans de Souabe, qui sont une revendication très concrète de réinstauration et de protection de ces communs. Hein, Karl Marx fera un article célèbre au XIXe siècle sur les voleurs de bois, hein, qui se font punir, puisque désormais, aller dans la forêt pour ramasser du bois de chauffe, c'est désormais voler à un seigneur son bois, le seigneur qui a établi par un acte juridique sa propriété sur tel bois. Donc ça étouffe les gens, et Münzer entre en synergie avec ces revendications-là, puisque dans ces revendications de communalité ou de communisme, il y a toujours la figure du Christ. La figure du Christ qui multiplie les pains. Le Christ qui assure, sinon la prospérité, du moins une vie décente à chacun des chrétiens. C'est-à-dire que c'est avec un langage religieux, dans des termes qui sont proposés par les textes saints et dans la tradition chrétienne du commentaire biblique aussi, hein, que l'on pense la remise en cause de l'ordre ici-bas, et que l'on propose une remise en cause radicale. Et pour nous, c'est un effort historique intéressant. L'histoire, c'est ça, hein, c'est le dépaysement de manière générale. Mais nous vivons dans le sillage, si tu veux, d'un 19e siècle qui a raidi les choses et qui a mis clairement le Christ du côté des possédants. C'est l'opium du peuple. Et de fait, Marx et Engels avaient bien vu ça. Hein, l'opium, c'est-à-dire cet anti-algique qu'on va te donner, anti-algique de riche qu'on va donner aux pauvres, non pas sous la forme du précieux médicament, mais sous la forme
du sermon du prêtre qui te demande de souffrir en silence en attendant la résurrection. C'est la consolation, en fait. Exactement, c'est la consolation de l'âme souffrance dans la vallée de larmes. Mais ça, c'est le 19e siècle qui a raidi ce genre de choses, dans le contexte d'ailleurs du développement du capitalisme et du colonialisme, hein, très clairement. Mais auparavant, il y a toute cette tradition-là d'un Christ émancipateur qui nous surprend, parce qu'on le voit du côté des puissants, du manche, des possédants, alors qu'il a été aussi du côté des faibles et des petits. Et aussi parce que l'institution ecclésiastique a été la structure portante des pouvoirs oppressifs, hein, aristocratiques ou royaux. C'est ça qui est décisif, c'est qu'en fait, Luther, qui a porté un message d'émancipation, se retrouve à devenir lui-même ecclésiarque, c'est-à-dire créateur d'église et chef d'église. Et on bascule du côté de l'institution. Et donc on verrouille tout. L'objet de ce livre, donc réédité par les presses universitaires de Lyon, c'est de rendre à nouveau disponible une série de textes de Thomas Münzer qui ont été traduits au début des années 80 par Joël Lefebvre, un historien de la langue germanique et un historien de la civilisation germanique de l'université de Lyon, avec une préface très intéressante tant du point de vue de l'histoire de la langue que du point de vue de la place de Münzer et de ses textes dans l'histoire de la pensée politique, hein, en quelque sorte. Ces textes, donc, aujourd'hui, sont à nouveau disponibles. On y voit Münzer aux prises à la fois avec les évangiles et avec les questions politiques de son temps. Quand on est écrivain, quand on a écrit justement un livre sur la guerre des pauvres et sur Münzer, qu'est-ce que ces textes inspirent, ces écrits théologiques et politiques, Éric Vuillard ? Plusieurs choses. D'abord, j'avais beaucoup aimé non seulement la traduction, mais les textes de Lefebvre autour de Münzer, qui ont des qualités intellectuelles et puis des qualités littéraires tout à fait réelles. Donc c'était quand Johann m'a proposé d'écrire, c'était aussi évidemment l'une des raisons, c'était de rendre hommage à cette traduction, puis de rendre à nouveau disponibles ces textes. Alors, tout d'abord, il y a un aspect que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le rapport à l'imprimerie, au livre. Évidemment, on s'est habitué à l'objet livre, mais c'est un objet qui a une histoire, et cette histoire s'articule pas seulement à des aspects techniques qui sont toujours, et surtout dans nos sociétés, privilégiés, puisqu'on s'imagine que toute révolution aujourd'hui est technologique. Donc évidemment, on se dit, l'imprimerie, c'est une révolution technique. Or, au moment où Gutenberg invente, disons, l'imprimerie, son entreprise a guère de succès, c'est-à-dire qu'imprimer des Bibles en latin, c'est un segment de marché très étroit, et son entreprise va faire faillite. En réalité, c'est la rencontre avec le protestantisme qui va en quelque sorte doter d'une signification réelle l'imprimerie, et la doter surtout d'un public, au fond, et inventer ce qu'est l'objet livre aujourd'hui. C'est-à-dire un objet qui, au fond, peut circuler beaucoup, qui est donc duplicable, comme ça, et qui, au fond, n'est pas... était à l'époque, malgré tout, un objet de luxe, mais devient, en fait, aussitôt quand même, un objet de large diffusion. Et le protestantisme a à voir avec ça. C'est-à-dire que la problématique de la traduction, notamment, est centrale. Pour qu'il y ait un plus gros marché, il faut traduire les textes. Voilà. Et donc, ça articule deux choses. Au fond, ça articule cet objet, le livre, c'est-à-dire, on peut dire, une sorte d'objet parfait, en quelque sorte, qui continue jusqu'à nos jours, avec des modifications, sa trajectoire, avec ce qu'on peut appeler, je pense, la naissance du sujet moderne, c'est-à-dire un sujet qui, profondément, je crois, s'articule à ce qui est central pour la traduction, c'est-à-dire deux points, a priori contradictoires, mais en fait complémentaires, qui sont la fidélité au texte d'origine, d'autant plus important qu'il s'agit de la Bible, et d'un autre côté l'interprétation, c'est-à-dire il n'y a pas, au fond, de fidélité sans interprétation, et c'est à l'intérieur entre ces deux concepts, entre ces deux attitudes, au fond, que le sujet apparaît, c'est-à-dire un sujet qui à la fois cherche à rendre compte d'une vérité, là en l'occurrence quand il traduit celle d'un texte, ou alors du monde, lorsqu'il écrit sur le monde, et en même temps de le faire en fonction d'idées qui sont les siennes, de conceptions qui sont les siennes, et c'est le versant interprétatif déjà de toute traduction. Alors, ça, c'est le premier point. Évidemment, il est très important, quand on a connaissance de cette histoire, pour quelqu'un qui écrit, l'apparition du livre est quelque chose de central. Et puis, toute cette histoire, le fait que cet objet, en quelque sorte, soit l'objet émancipateur par excellence, puisqu'il va traverser, comme ça, ensuite, 500 ans d'histoire et jouer un rôle tout à fait central. C'est pas pour rien qu'on retrouve les livres au tribunal. Par exemple, le procès de Madame Bovary n'est pas seulement un procès littéraire, c'est un procès au fond qui a un retentissement social et politique d'une certaine façon. C'est-à-dire, peut-on ou pas écrire sur la réalité de la bourgeoisie ou de la
petite bourgeoisie normande ou de la petite bourgeoisie en général? Peut-on évoquer la sexualité ou pas, etc. Donc, lorsque les magistrats s'échinent avec les avocats autour de ce livre, c'est autour, au fond, de questions éminemment politiques, et c'est le statut d'émancipation ou pas du livre qui est, d'une certaine façon, en jeu, quelles que soient les opinions, par ailleurs, de l'auteur. Alors ça, c'est le premier point. Le second qui m'a beaucoup intéressé, c'est la langue de Münzer. C'est-à-dire, je connaissais depuis assez longtemps l'histoire de la guerre des paysans au travers d'un certain nombre de livres, comme celui d'Engels ou de Bloch. Et puis, un événement a fait que je me suis mis à lire ses œuvres, donc dans la traduction de Lefebvre, et du coup à m'intéresser à Münzer en tant qu'écrivain, d'une certaine manière, à pénétrer en tout cas dans son écriture. Et ce qui m'a tout de suite frappé d'abord, c'est la qualité très particulière de véhémence, de cette prose imagée, faite pour convaincre, qui je pense est à la fois spécifique à son temps bien sûr, et à Münzer, elle est signée. Il y a un individu qui la signe. C'est un prédicateur. Absolument, mais c'est aussi une prose qu'on va d'une certaine façon retrouver à certains épisodes de l'histoire, c'est-à-dire aux épisodes où la température politique monte. Quand la température politique monte, quand une société se rapproche de ce qu'on peut appeler la guerre civile, ce qui est le cas avec la guerre des paysans, qu'elle se fractionne, eh bien, écrire de la poésie ou des pièces de théâtre devient en quelque sorte superflu, une sorte de luxe que les auteurs ne peuvent plus se permettre. Au fond, à ce moment-là, ce qu'on appelle la littérature, qui est une chose sérieuse, se concentre dans le pamphlet, la protestation, la correspondance aussi, c'est-à-dire que l'adresse, qui est toujours un peu, comment dire, un peu obscure d'un texte, un peu l'universel, enfin elle est à la fois universelle et obscure en quelque sorte. À qui s'adresse-t-on quand on écrit un livre, devient tout à coup beaucoup plus tangible. Et au fond, quelque chose dans le régime de langage apparaît qui moi, à la fois me touche et m'intéresse. Alors je vais en citer, pour qu'on en ait un exemple. Donc, dans une des protestations de Münzer, il écrit d'abord à propos des apôtres, lesquels pourtant ont connu d'amères épreuves au-delà de toute mesure, et l'on voudrait que cela ne nous coûte pas plus cher que d'être fous et ivres. Ah, messire, arrêtez, envoyez au diable la boîte de phare, ne vous maquillez pas comme Jézabel qui s'appliquait à faire tuer Naboth. Elle n'a pas encore été complètement dévorée par les chiens, elle vit encore et elle a la vie dure pour le tourment des serviteurs de Dieu. Donc on voit bien que là, il y a une prose. Ce n'est pas du tout une prose qui recourt aux stéréotypes habituels, c'est une prose en train de s'inventer, alors entre plusieurs langues. Tout à l'heure, tu évoquais la langue religieuse. C'est une langue religieuse, les références sont de l'Ancien Testament, mais cette langue religieuse parle déjà d'autre chose, au fond, que d'elle-même. Ce ne sont pas des problèmes uniquement théologiques qui sont évoqués là. Puis il y a une adresse. Ah, messire, arrêtez. Donc il s'adresse, il y a presque une forme, non pas de menace, mais enfin... Là, c'est au prince qu'il parle. Oui, absolument. Oui. Il y a toujours dans les textes de Münzer, sauf la correspondance, cette double adresse à la fois au peuple et puis au prince. Aux aristocrates. Et c'est une langue qui est tendue vers l'action. C'est une langue absolument qui est tendue vers l'action, et je crois qu'à l'inverse de ce qu'on pense trop souvent, la littérature, en réalité, a cette vocation. On s'imagine que la littérature est une activité purement solitaire, que c'est comment dire une sorte de déflagration dans la langue, mais déflagration intime, recluse. Pas du tout. Bien sûr que l'écriture est solitaire et qu'elle a besoin de solitude, sans doute de paix et de tranquillité. Mais au fond, elle est toujours adressée. Elle est toujours adressée, et il y a la reprise comme ça d'une phrase de Pascal par Lacan qui, je trouve, est parlante. C'est, au fond, le style, c'est l'homme auquel on s'adresse. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une adresse problématique, fuyante en quelque sorte, mais c'est elle qui détermine, je crois, en dernière instance, ce qu'est une écriture. C'est cette adresse, peut-être en partie floue, impossible, obscure, mais néanmoins plus ou moins tendue, selon le moment de l'histoire, qui détermine ce régime. Et avec Münzer, évidemment, l'adresse devient beaucoup plus ferme, beaucoup plus claire que d'habitude. Et au lieu de ce que l'on
s'imagine, c'est-à-dire à savoir que la littérature, ce serait une activité liée au genre que nous connaissons, théâtre, poésie, roman. La littérature, c'est au fond ce qui a lieu dans l'écriture, réellement, au moment où ça a lieu, selon la définition de Barthes. C'est le fait d'écrire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le fait d'écrire a lieu en théologie. Et que lorsque la température politique monte, le fait d'écrire devient au fond un fait politique. Et je ne pense pas que ça soit, comment dire, quelque chose d'exceptionnel ou de marginal. À l'inverse, c'est au cœur même de la liberté d'écrire. C'est au fond au cœur du procès aussi qui est fait à Madame Bovary. Alors, juste pour finir, ça me fait songer au fond à ce que dit, en relisant hier comme ça des passages de Münzer avant de venir, ça m'a fait songer à ce que Barthes dit dans La Leçon, et ça me l'a fait comprendre un peu différemment. Dans sa leçon donc d'entrée au Collège de France, il parle de l'écriture fasciste. Ça avait fait beaucoup de... Voilà. Le fascisme dans la langue. Voilà, il dit un fascisme langue, dans la langue. Voilà, pas d'écriture, pardon, de la langue. Et il disait, au fond, ce qu'il appelait fasciste, c'était la voie implacable de la structure. Et... au fond, cette voie implacable de la structure, effectivement, on peut l'interpréter de différentes façons. On l'entend toujours, dit Barthes, dans l'écriture. Il n'y a pas d'écriture qui puisse totalement s'en déprendre. Mais la littérature, c'est une tentative d'écrire en quelque sorte hors pouvoir. Et je pense que si c'est ça, si la définition de Barthes est juste, et je le crois, dans ce cas-là, justement, l'expérience de Münzer, ou l'expérience de ceux qui écrivent dans une période où la température politique est très haute, est sans doute beaucoup plus proche de cette déprise, de cette écriture hors pouvoir, que, disons, l'activité ordinaire d'écrire. Et c'est en ça qu'un passage comme celui que je viens de lire de Münzer, cette prose à la fois imagée, vivante et faite pour convaincre, qui d'une certaine façon nous demande à tous, lorsqu'on la lit, de trancher, de prendre parti, est sans doute, au fond, au cœur de l'activité littéraire. C'est-à-dire que la langue commune et ordinaire que nous parlons sans y penser, en fait, elle est déjà structurée par toute une histoire et par toute une série de rapports de pouvoir qu'elle reconduit. Si je comprends bien, c'est un peu ça, c'est quand même un peu comme ça qu'on peut comprendre ce que dit Barthes. Et subvertir cette situation, ça passe par une subversion dans le langage, une subversion du langage lui-même. Enfin, ça peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on est engagé dans une logique de subversion, eh bien, le langage qui vient, la parole qui vient, comme celle qui vient sous la plume de Münzer dans l'action, se trouverait finalement, pourrait être considérée comme de la littérature justement parce qu'elle sort de ce que Barthes appelle le fascisme structurant l'ordre qui s'impose. Et elle commence à en sortir bien, en sortant des voies tracées de la parole, justement, et en parlant autrement, en écrivant autrement. En fait, j'y ai songé hier, j'ai repensé à Barthes hier, en relisant des passages des chroniques de Froissart. Donc, un chroniqueur du Moyen-Âge, donc du XIVe voilà, siècle. C'est ça. Alors, en relisant Froissart, je me disais, au fond, parce que je me souvenais que dans Froissart, il retraçait notamment l'histoire de John Ball, qui est également révolutionnaire du XIVe siècle. Prédicateur lui aussi, révolutionnaire, égalitariste, etc. Donc, qui a très mal fini lui aussi, voilà, comme Münzer, exécuté. Je voulais voir avec quel ton Froissart en parle. Et alors, ce qui m'a tout de suite frappé et fait réviser l'opinion que j'avais de Froissart, c'est qu'il y a justement dans sa prose, à lui, une sorte de comment dire, de disjonction, de rupture, de disruption, on pourrait dire, mais au sens fort et vrai du terme. Quand Froissart évoque donc la jacquerie de John Ball, il dit « ces méchants gens ». Eh bien ça, c'est justement la structure qui parle. C'est la langue avec ses stéréotypes. Cette expression de méchants gens, on la trouve dans toutes les chroniques de l'époque. Froissart est très conservateur, je veux dire, en passant, il est très favorable à la royauté anglaise. Alors oui, alors... Il n'aime pas les paysans, a priori. Oui, c'est ce que je m'étais dit aussi, et c'est ce qu'on dit, et c'est ce qui est peut-être vrai, mais difficile à savoir au fond, puisque ce que nous avons comme témoignage sur Froissart, c'est Froissart lui-même qui nous l'apporte dans ses chroniques. Or, il est prébandé. Il est payé par les princes, il vit dans leur cour. Pas déplaire à ceux qui lui donnent à manger. Or, c'est il un m'a problème frappé. qui date pas d'aujourd'hui. C'est ça. Et donc, en relisant, du coup, c'est un problème justement que l'imprimerie va en quelque sorte résoudre en partie, puisque précisément à ce moment-là, on ne dépend plus des princes en tant qu'écrivain, on dépend des lecteurs qui sont innombrables a priori, donc qu'on ait 1000 ou 100 000 lecteurs, au fond, le pouvoir est divisé en quelque sorte. Et c'est ça la puissance de l'imprimerie qui fait du livre un objet émancipateur en partie. Mais en relisant Froissart, donc je tombais comme ça sur ces méchants gens et tout un tas d'expressions stéréotypées qui sont, on peut dire, la structure qui parle, l'ordre qui s'exprime. Contre les révoltés. Voilà. Et puis après, au moment où il cite John Ball, et il le cite en fait en inventant, en réécrivant lui-même son discours, il écrit « Bonnes gens ».
Les choses ne peuvent pas bien aller en Angleterre, et elles n'iront pas bien jusqu'à ce que tous les biens soient communs, qu'il n'y ait plus de paysans et de nobles, et que nous soyons tous semblables. Que font-ils, ceux que nous appelons seigneurs, pour nous être supérieurs, etc., pendant une page et demie. Et donc tout à coup, je me suis dit, tiens, et puis allant un peu plus loin, c'est ainsi que parlait ce John Ball, ou qu'il tenait des propos de ce genre les dimanches à la sortie des messes dans les villages, et beaucoup de petites gens l'entendaient. Certains que n'animait aucune bonne intention disaient « il a dit vrai ». Et ce que n'animait aucune bonne intention devient en quelque sorte, comment dire, étranger à tout ce qui vient d'être dit. C'est comme si Froissart parlait deux langues en même temps. C'est comme s'il y avait... Alors, peu importe de savoir ce que pensait au fond Froissart, mais que ce soit inconscient, que ce soit lié à l'écriture plus profondément, c'est-à-dire que le fait d'écrire nous met tous dans une situation où, au fond, quelque chose, non pas nous oblige à la vérité, mais au fond, c'est un autre régime, en tout cas, de rapport au savoir qui s'exerce en écrivant. Eh bien, on peut, dans ce cas-là, imaginer que Froissart, à ce moment-là, écrivant véritablement, qui a un talent d'écrivain indéniable, faisant parler John Ball, tout à coup, va au-delà, bien au-delà de ce que pense Froissart et de ses positions politiques et surtout de ses positions obligées, vu sa situation sociale. Et du coup, alors, voilà, ça c'est un premier point, c'est l'écriture, une centaine d'années avant les épisodes dont nous parlons. Et puis, on voit du coup la différence avec le ton de Münzer. Cette écriture-là, celle de Froissart, est une écriture qui se présente presque comme impartiale, neutre, paisible, au fond. Objective, exactement. Alors que tout à coup, le passage que je disais tout à l'heure de Münzer est au contraire une écriture qui nous arraisonne, qui nous force à choisir, en quelque sorte, qui est donc tout à fait différente dans son régime. Et il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé et beaucoup intéressé en lisant Münzer, c'est l'ironie. La façon dont Münzer manie l'ironie. C'est une façon, non pas sans exemple, mais très rare de la manier. J'avais noté un passage, le début d'une de ses lettres. Donc, au comte Ernest de Mansfeld. Ah, monseigneur le comte Ernest de Mansfeld, en toute chrétienté, salut noble et bien-né comte, le bailli et le conseil d'Alsted m'ont remontré la lettre dans laquelle vous dites que je vous ai traité de scélérat, hérétique et d'écorcheur. C'est l'authentique vérité. Donc là, l'ironie est absolument patente, mais c'est une ironie des plus directes. C'est une ironie absolument abrupte. C'est une ironie, au fond, qui n'a presque plus besoin d'elle-même. Il y a une forme de transparence de l'ironie. On va en trouver des exemples dans l'histoire, mais beaucoup plus tardifs. Pour retrouver une telle ironie, il va falloir attendre presque Voltaire. Je trouvais un passage où Voltaire écrit donc dans le dictionnaire philosophique « Tous les conciles sont infaillibles, car ils sont composés d'hommes. Il est impossible que jamais les passions, les intrigues, l'esprit de dispute, la haine, la jalousie, le préjugé, l'ignorance règnent dans ces assemblées. » Donc, on voit bien que c'est un registre très 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 proche d'ironie, mais enfin, c'est pas du tout le même moment de l'histoire, c'est même peut-être un registre un tout petit peu plus guindé, celui de Voltaire, en quelque sorte plus réservé, c'est une antiphrase, alors que celui de Münzer est beaucoup plus direct, beaucoup plus agressif, au fond, c'est absolument indéniable. Et pour en donner un dernier exemple de cette ironie, au moment où Münzer écrit, ou juste un peu avant, on évoquait Luther tout à l'heure, Luther est sans doute, je crois, justement le moment où va apparaître une forme de rapport à l'ironie dans l'écriture, donc de rapport à la vérité tout à fait neuf, qui est lié à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'au fond, effectivement, il a raison, il est indéniable que les indulgences sont, d'un point de vue à la fois théologique et pratique, une escroquerie. Bon, et donc il écrit « Pourquoi le pape ne vide-t-il pas le purgatoire pour l'amour de la très sainte charité et du besoin le plus impérieux des âmes, ce qui est le motif le plus juste de tous, s'il rachète les âmes en nombre infini pour se procurer le très funeste argent en vue de l'érection de la basilique Saint-Pierre, ce qui est le motif le plus inconsistant ?» Et donc non seulement c'est extrêmement habile, extrêmement écrit, mais là, toute l'ironie réside uniquement dans le pourquoi. Il sait très bien, en réalité, pourquoi. Donc, l'ironie, c'est en quelque sorte réfugiée dans l'adverbe, comme ça, en début de phrase, elle est extrêmement concentrée, et c'est là qu'on voit, je crois, apparaître quelque chose comme le sujet moderne, c'est-à-dire un sujet qui se prononce dans ce qu'il écrit. Et alors, ce langage de Münzer, c'est un langage de combat, on l'a dit, c'est un langage que l'on peut rapprocher de la théologie de la libération d'aujourd'hui, au sens où il puise dans un fond religieux de quoi remettre en cause l'ordre social, dans le sens du communisme, ou du
du communalisme, pardon, c'est-à-dire de l'égalité entre les hommes. Un des motifs de Thomas Müntzer, qui est proprement religieux, mais qui a une force, une puissance et qui est mobilisé de manière politique, c'est celui des souffrances du Christ, qui renvoie bien sûr aux souffrances des paysans, des opprimés, qui renvoie à cette oppression à laquelle il entend mettre fin. Cette colère trouve à s'exprimer finalement en reprenant la figure du Christ. Oui, enfin, c'est d'ailleurs lié à ce qu'on disait du livre tout à l'heure et de l'imprimerie. C'est qu'au fond, avec ce nouage de l'imprimerie et du protestantisme, le livre devient autre chose qu'un objet savant, en quelque sorte tourné sur lui-même, enfermé sur lui-même. C'est un objet qui est tourné vers le monde, au fond, qui tente de décrire, ou en tout cas de participer à la vie sociale. Et le Christ amer, c'est une figure théologique, c'est aussi une figure d'écriture, c'est une formule comme ça que découvre Müntzer, et qui est liée à ce que tu dis, c'est-à-dire effectivement à la souffrance réelle des paysans. Et c'est pour nous, je crois, une figure encore intéressante, au fond, puisque si on veut faire un petit peu faire jouer cette solidarité des âges qui existe, si évidemment les situations sont radicalement différentes, l'ambiance, la façon dont les gens pensent, ça va sans dire, il y a tout de même à travers l'humanité un certain nombre de luttes, de ressentis, de souffrances, de choses qui sont transmissibles, sans qu'on ne lirait pas les textes anciens, on ne pourrait pas s'émouvoir d'un tableau, etc. Ou alors on serait simplement enfermé dans un présent. Et donc le Christ amer nous dit, je crois, quelque chose qui est, au fond, aujourd'hui, on trouve depuis assez longtemps une sorte d'attitude contemporaine qui est une sorte de stoïcisme contemporain, où il faudrait éprouver ni amertume, ni ressentiment, alors ça vient d'une sorte de Nietzsche de bazar, etc. Mais pas seulement, on le retrouve d'ailleurs aujourd'hui sous la forme de la résilience, il faudrait absolument, dès qu'on a éprouvé un traumatisme, l'effacer, ou en quelque sorte en faire une force, etc. Et se tenir loin des passions tristes. Voilà, absolument. C'est un spinozisme de supermarché, aussi, tiré en fait non pas de Spinoza, mais de Deleuze, et en fait de l'abécédaire de Deleuze, mais qui est repris à qui mieux par le discours néolibéral. Ouais. Exactement. Et donc toute cette figure est une figure au fond très curieuse qui n'est jamais remise en cause. Or, précisément, le Christ amer s'y oppose. C'est une figure qui s'oppose à toute forme de résignation et même au-delà de la résignation, d'acceptation de sa douleur. C'est une réinterprétation de ce point de vue-là du christianisme qui peut jouer sur les deux versants en quelque sorte. Et au fond, si on y réfléchit, ne serait-ce qu'un instant, l'amertume qu'il n'a pas éprouvée, le ressentiment qu'il n'a pas éprouvé, ça fait partie des sentiments tout à fait légitimes et tout à fait nécessaires. C'est-à-dire que celui qui se retrouve aujourd'hui à vivre avec 650 € par mois dans les pays développés, comme on dit, est dans une situation dans laquelle il peut très légitimement éprouver de l'amertume ou du ressentiment. Et que celui qui, disons, vit dans un confort plus grand aurait donc, serait mal inspiré que de lui dire pas de ressentiment, pas d'amertume, il faut le grand oui au monde et à la vie, etc. Voilà. Qui vont écrire de son point de vue pour dire aux perdants d'accepter leur situation, ou alors éventuellement de se jeter par la fenêtre comme on le faisait à France Télécom quand vraiment on n'arrivait pas à être résilient. Ouais. Et je pense que lui, Müntzer, n'est pas résilient et que les paysans, malheureusement, de cette époque ne sont pas très résilients. Ils ont décidé d'arrêter d'être résilients voilà. et de prendre les armes. Et je crois que cette notion de Christ amer, c'est la production d'un savoir à partir de l'amertume et du ressentiment. La colère, l'amertume, le ressentiment sont des sentiments comme il en existe d'autres, mais ces sentiments produisent un certain savoir, notamment dans l'écriture, par exemple. Dans l'écriture de Müntzer et de bien d'autres, même celle de Nietzsche, d'ailleurs, étrangement, qui, je pense, s'inspire à travers son père et une lignée de pasteurs de la prose de Müntzer pour écrire, à travers la véhémence de Nietzsche. On voit bien que sa véhémence produit quelque chose en philosophie, une sorte de cassure, notamment au fond, et c'est ce qui est le plus intéressant sans doute chez Nietzsche, un rapport d'autodidacte au savoir, au fond. Et cette véhémence est liée à ça. En philosophie, normalement, on n'use pas de cette prose apocalyptique qui est celle de Nietzsche. C'est une prose curieuse. Et donc, je crois que cette notion d'amertume, au fond, produit un savoir qui est indispensable, non seulement aux Jacques de l'époque, aux paysans et à Müntzer, mais à l'homme moderne. Oui, il a été beaucoup de questions de modernité dans ce que tu as dit, Eric, et dans ce que tu as dit, Julien. C'est vrai que ce qui est fascinant dans cette Allemagne du début du XVIe siècle, c'est qu'on voit effectivement
advenir le sujet moderne, de la même manière qu'on voit advenir la question politique. Parce que la question politique ne se posait pas avant, au fond, théoriquement en tout cas. Théoriquement, les choses étaient résolues par le théologico-politique. Et c'est ça qui se fracture en Allemagne à la fin du XVe siècle. Alors, je dis la fin du XVe siècle parce que dès le XVe siècle, on a des cahiers de doléances qu'on appelle les Grauamina, hein, des remontrances qui remontent aux différentes diètes de l'Empire. Les diètes sont l'équivalent des États généraux. Hein. Alors en France, ils se réunissent très rarement et plus du tout après 1614, entre 1614 et 1689. La monarchie s'en méfie, puisqu'il y a une tentative de prise de pouvoir des États généraux des représentants du peuple. Ouais. Absolument, enfin, alors que, de fait, aussi par sa faiblesse, l'institution impériale en Allemagne est fidèle au caractère électif de son avènement, et donc on discute, on est pris dans cette discussion et dans ces remontrances. Et la question politique, elle se pose parce que le consensus théologico-politique, qui était en béton armé au fond théoriquement, hein, depuis en gros, tu sais ça mieux que nous, depuis Innocent III au fond, eh bien se fracture. Et on voit, et ça se fracture du fait des théologiens au fond. Parce que qu'est-ce que font les théologiens? Ils lisent et ils commentent les textes. Alors déjà, ils lisent, ce qui est rare, hein, puisque dans l'orbite catholique et dans l'orbe catholique, ne lisent que les clercs. Bon. Ils lisent, il commente, et c'est le métier de Luther. Luther est un théologien spécialiste de Saint Paul, il a fait sa thèse sur Saint Paul. Et c'est quelqu'un donc qui lit et qui commente, qui pratique ce qu'on appelle l'exégèse. Alors notons d'ailleurs que l'exégèse, le fait de lire soi-même et de commenter un texte, a toujours posé problème. Et notamment à l'Église catholique, qui ça s'est résolu de manière violente au début du XXe siècle, à la querelle moderniste, où on a excommunié des exégètes parce qu'ils commençaient à penser, et ils commençaient à lire historiquement les textes supposément révélés et supposément sacrés. Mais donc Luther fait ça, il exerce sa raison. Et Éric, tu parlais tout à l'heure de l'ironie de Luther, comme de celle de Münzer. Ce qui est très intéressant, c'est que cette ironie, elle est toujours liée au raisonnement par l'absurde. Quand il dit « Ah ben le pape est charitable », ah ben, que ne libère-t-il dès lors toutes les âmes du purgatoire, plutôt que de pensionner de l'argent pour le faire? Pourquoi? Sachant que pourquoi la réponse, on la connaît, c'est pour son confort ici-bas. C'est ça. Et donc, son confort matériel. L'ironie liée donc à la lecture, au développement de l'esprit critique, c'est du raisonnement par l'absurde. Et qui dit raisonnement par l'absurde dit tout simplement raisonnement. Et l'émergence du sujet moderne, c'est ça. C'est quelqu'un qui raisonne. C'est quelqu'un qui commence à peser les arguments, qui commence à réfléchir à la concaténation des arguments, à dire « Ah mais oui, mais là, il y a une induction qui est fausse. Là, il y a une déduction illogique. Là, il y a une prémisse qui ne va pas du tout. Là, il y a une conclusion qui est complètement pourrie. » Et c'est ça que l'Église a voulu abattre en faisant taire Luther. Et c'est ça que reprend Münzer de manière beaucoup plus forte, en poussant la question politique, au fond, qui est non pas suscitée, mais en tout cas qui est nouée par Luther, en disant bah, la question politique, poussons-la jusqu'au bout, jusqu'à l'organisation des pouvoirs. Sauf que, eh bien là, on revient à la structure. Luther est rattrapé par la structure. Et c'est intéressant ce qu'on disait sur la langue tout à l'heure, parce que quand tu citais Barthes tout à l'heure sur le fascisme de la langue, il se trouve que la langue, elle n'est pas trop fasciste à l'époque, au fond, parce qu'elle n'est pas structurée. Qui va structurer la langue ? En Allemagne, c'est Luther. En traduisant la Bible, pour que la Bible soit lisible par tout le monde, de Hambourg jusqu'à Nuremberg, eh bien, il a fallu inventer un vocabulaire commun, il a fallu inventer une grammaire aussi. Et là, c'est le théologien Luther qui maîtrise très bien le grec et surtout le latin, qui écrit en latin, qui va doter l'allemand d'une grammaire. Pourquoi il y a des déclinaisons en allemand ? Parce que, précisément, on a emprunté ça aux langues anciennes, au latin et au grec. Il y a une unification de l'allemand qui faut rappeler qui est tout à fait inexistante à ce moment-là. Absolument. Il y a des dialectes locaux, mais il n'y a pas de parlure générale unifiée. D'ailleurs, les dialectes restent très puissants en Allemagne encore aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'académie unifiée, donc française ou allemande en Allemagne. Ce qui fait office d'académie française là-bas, c'est la Bible de Luther. Et ce qui est très intéressant, c'est que Luther, qui était, comment dire, l'émergence du sujet libre, devient à la fois l'ecclésiarque, c'est-à-dire le chef d'église, l'homme qui institutionnalise une église, et par ailleurs un hiérarque, et l'homme qui par ailleurs institutionnalise la langue. Et qui au fond essaie, alors que c'est sa tendance propre d'être un homme d'image, un homme d'éruption, un homme d'ironie, un homme d'humour, qui au fond se confine et va se confire aussi dans un catéchisme à la fois de la langue et de la théologie. Et
contre ça, Münzer a été vent debout. Münzer a porté la flamme jusqu'au bout. Alors, si on reprend l'histoire de Münzer et de Luther, à un moment donné, Münzer va vouloir aller beaucoup plus loin que Luther, et l'un et l'autre vont se retrouver en ennemis absolus en réalité. Les pires pamphlets de Luther, c'est contre Münzer. Et la plus terrible ironie de Münzer, c'est contre Luther. Quand on parlait des situations sociales, du fait que dans une structure, on peut être prisonnier d'un rôle social, à un moment, Münzer ironie sur ce gros chat gras, ce gros moine bien nourri qu'est Luther, parce que Luther est passé d'une gamelle, celle du monastère et de l'église, à une autre, celle des princes. Et ça, c'est très important, l'importance de la fin. Il faut voir qu'on est à une époque où l'espérance de vie est en gros à 30-35 ans. Pourquoi? Non pas parce qu'on meurt à 35 ans, on peut mourir à 80 ans, 90 ans, mais parce qu'entre 0 et 15 ans, il y a 70% de la population qui meurt de maladie, qui meurt de dénutrition, qui meurt de faim. Et ça, c'est quelque chose que Luther ne connaîtra jamais. On connaît les portraits de Luther, effectivement, gros, gras et bien nourri. Il mourra sexagénaire dans la plus parfaite santé. Ça, c'est quelque chose que dont Münzer fait l'expérience, le fait de crever de faim. Et cette subversion de l'ordre que Luther a opérée, comme on l'a vu, il l'a opérée pour immédiatement mettre en place, comme vous le disiez là, tous les deux, non seulement dans la langue, mais aussi par son engagement politique, un nouvel ordre social qui est en fait celui d'un nouveau compromis entre les classes montantes bourgeoises de l'Allemagne et l'aristocratie. Et les élites qui sont opposées à l'église ultramontaine, l'église de Rome, non pas seulement par volonté de subversion sociale, mais tout simplement pour asseoir elles-mêmes leur pouvoir sur leur territoire. Et c'est ça que Münzer refuse absolument, c'est ça qu'il a bien perçu lui-même, et c'est pour cela qu'il mène le combat et qu'il s'allie à ces paysans qui sont en lutte pour l'émancipation juridique, nutritive, fiscale, sinon sociale. Au fond, les paysans ne nient pas qu'il faut qu'il y ait des nobles, qu'il faut qu'il y ait des châteaux de temps en temps, mais ce qu'ils nient, c'est la rigidification du droit et le fait que les communs disparaissent, et ils nient également les écarts de richesse qui sont à hurler. Oui, et sur ce que disait Johan de l'expérience de Münzer, l'expérience de la faim, l'expérience, c'est justement quelque chose qui m'a tout à fait frappé. C'est-à-dire que, au fond, de ce point de vue, Münzer est une figure assez rare. Parce que si l'écriture, évidemment, a un aspect émancipateur qu'on évoquait tout à l'heure au travers de l'histoire du livre, etc., par ailleurs, quand on écrit, on est tout de même assis chez soi, dans un endroit en général chauffé. On n'est pas en train de bêcher dans un champ ou de ramasser, de glaner, etc. La main à plume vaut la main à charrue, c'est ce que Rimbaud disait pour dire écrire, c'est comme être un travailleur. Mais voilà. Précisément... Moi, je n'ai jamais eu ma main. Alors, mais tout ça, aussi beau que ce soit, ce sont toujours des phrases. Quand on écrit, on est d'une certaine façon à l'abri. Alors effectivement, tu cites Rimbaud à bon escient, puisqu'il visait les assis, en permanence, justement, le fait que quand on écrit, évidemment, on est assis, on est en quelque sorte hors du monde. Et ceci, évidemment, incite à une sorte d'oubli, quand même, à un délaissement de la réalité. En tout cas, disons, à une litote. On écrit toujours dans l'euphémisme. Les Misérables, par exemple, sont malgré tout en deçà de la douleur réelle. Et d'ailleurs, ce serait presque peut-être insoutenable ou impossible, en tout cas, de lire un livre qui ne le serait pas. Donc, ça, c'est un problème. Il y a là une disjonction, en fait, centrale dans l'écriture qui vient tempérer ce que j'ai tout à l'heure de l'aspect émancipateur du livre. Mais Münzer, justement, est un cas tout à fait à part. C'est-à-dire, d'abord, il est un cas, alors là, fréquent, d'intellectuels qui se rallient, on peut dire, à la cause du peuple, pour employer une expression un peu anachronique, comme Victor Hugo à un certain moment, Zola à certains égards, et beaucoup d'autres. On pourra en trouver notamment après la Révolution française, c'est-à-dire au moment où l'écriture se libère véritablement des pouvoirs, on va en trouver comme ça toute l'histoire de la littérature à avoir avec ça, Tolstoï, etc. Mais Münzer, d'une certaine façon, fait plus, et c'est lié à l'expérience que tu évoquais, c'est-à-dire au fait de l'errance. C'est-à-dire Münzer est quelqu'un qui va passer de chapelle en chapelle, de quartier en quartier, notamment quartier pauvre. Il est chassé d'un peu partout où il va. C'est ça. Il va en Bohème, d'ailleurs. Tout à fait. À un moment donné, il va chez les Hussites, oui. Et donc, il a son manifeste de Prague. Il cherche un emploi. Il cite Hus, d'ailleurs.
il passe d'emploi en emploi de prêtre de paroisse et de prédicateur. Voilà, donc il y a une forme de précarité dans son existence qui non seulement lui rend sensible la situation des autres, mais fait qu'il rencontre les autres, qu'il en rencontre différents, qu'il va rencontrer des citadins désargentés, des étudiants dans la panade, des petits artisans, des paysans, etc. Et au fur et à mesure, ce qui va se passer avec Münzer, c'est que je crois qu'en partie, on pourrait dire qu'il est comme réformé deux fois. Il est une première fois réformé par Luther, indéniablement, et une seconde fois par les autres, c'est-à-dire par les autres en général. Et de ce point de vue-là, c'est pas sans évoquer Jaurès, je trouve. C'est-à-dire Jaurès est un intellectuel qui va se laisser convaincre de la lutte des classes, au fond, par les ouvriers, par les mineurs eux-mêmes. Il va sortir de son intellectualisme. C'est ça. Et puis surtout, il va être absolument... En étant en prise avec les gens dont il parle, et pas seulement en parlant depuis son bureau. Exactement. Et de fait, c'est comme... Un type donc aussi savant qu'était Jaurès ou Münzer se laisse convaincre de quelque chose qui va devenir central dans leur activité à la fois intellectuelle et pratique par des gens qui censément en savent moins qu'eux. C'est-à-dire dans un cas, celui de Jaurès, des ouvriers, dans le cas de Münzer, des paysans, de simples étudiants désargentés, des petits artisans qui sont moins experts en théologie que lui. Mais qui ont des expériences de vie. Exactement. Et donc, ça c'est capital. Qui va avoir à leur contact. Voilà. Et je crois que là, il y a une seconde réforme au fond de Münzer qui fait éclater, au fond, la réforme simplement religieuse. Tout à coup, la langue reste religieuse, mais elle est irriguée par une réalité tout autre. Voilà. J'aimerais bien qu'on finisse sur la figure de Münzer, la place qu'elle a et la place qu'ont ses écrits dans la tradition marxiste en particulier, aussi dans la tradition du coup nationale de la RDA, de la défunte RDA, de la République démocratique allemande, donc qui appartenait au bloc de l'Est. Yann, c'est peut-être toi qui peut nous en parler. Peut-être avant, je veux signaler la réédition récente aux éditions sociales, avec une préface d'Éric Vuillard, un livre de Friedrich Engels, très important dans l'histoire de la guerre des paysans. Friedrich Engels, qui en 1850 écrit donc une guerre des paysans en Allemagne, dans laquelle il raconte cet épisode et surtout il l'interprète en commençant par dire « Le peuple allemand, lui aussi, a une tradition révolutionnaire » puisqu'il écrit juste après l'échec de la révolution de 1848. Et il veut trouver dans cet épisode, dans la figure de Münzer et avec ses paysans, donc, de quoi montrer qu'il y a aussi en Allemagne une possibilité de secouer le joug d'un ordre social oppressif. Oui, de fait, ça commence véritablement avec Engels dans un but thérapeutique et balsamique, tu le disais, puisque ces gens-là ont été déçus par l'échec de 1848 et puis par la répression qui s'est abattue du fait de l'armée prussienne en 1849. Ensuite, la décennie de plomb des années 1850, qui a été vraiment un tue-l'amour intellectuel, social, terrible dans les Allemagnes, voilà, de normalisation. Là, Engels veut se rassurer en disant que il y a quand même quelque chose de révolutionnaire en Allemagne. Et donc, il exalte cette figure de Thomas Münzer, de manière assez nette d'ailleurs. Il crée un schème d'interprétation. Alors, c'est de la dialectique marxiste pure et dure, mais ça fonctionne assez bien. Entre d'un côté, un Luther un peu révolutionnaire, mais pas trop. Donc, le social-démocrate, le gros chat bien nourri. Qui veut passer de l'aristocratie à la bourgeoisie, en gros, de manière schématique, de la domination aristocratique pure à la domination bourgeoise. Il fait la révolution bourgeoise. Exactement, le social-démocrate, en fait, qui s'arrête au milieu du gué, et puis un Münzer qui, lui, au contraire, une figure issue du prolétariat, la figure du révolutionnaire. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu, alors c'est très, très stimulant dans Engels, c'est devenu, au fond, catéchétique, ensuite dogmatique dans l'histoire du KPD, puis de la RDA à partir de 1949. KPD, c'est le Parti communiste est-allemand. Exactement. Allemand, et puis ensuite SED en Allemagne de l'Est. Et tout ça s'est cristallisé, alors on le voit dans la monnaie, dans les timbres, par exemple, le billet de 5 marks en Allemagne de l'Est, c'était Thomas Münzer, un des billets les plus courants, il y avait la figure de Thomas Münzer, beaucoup de timbres, etc. Et vous avez une célébration à la fin, au début des années 80, on va ériger la ville de Mühlhausen, donc en Thuringe, qui a été le dernier lieu d'exercice de Münzer, là où il a été arrêté, où il est mort, en Thomas Münzerstadt, en ville Thomas Münzer, de la même manière que quelques années auparavant, on avait érigé Wittenberg en Martin-Luther-Stadt, en Allemagne de l'Est, encore une fois. Donc on exalte les deux, mais plutôt Münzer. On crée un musée, le Thomas Münzer Museum de Mühlhausen, qui est, moi j'ai eu la chance de le visiter avant sa redéfinition post-réunification.
Et j'ai vu véritablement comment dire, de la dialectique marxiste pure et dure, très intéressante, avec Münzer, une lecture, on va dire, sociopolitique de Münzer, totalement anachronique, puisqu'on parle de prolétariat au XVIe siècle, on parle de figure du révolutionnaire, etc. Alors que le mot même de révolution n'existe pas, hein, dans le sens moderne du terme, puisque c'est la Révolution française qui l'a fait advenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que le musée a été repris par il se trouve que c'est un de mes amis, Thomas Müller, qui est un spécialiste de Münzer, qui vient de publier une thèse magnifique, d'ailleurs une très belle biographie de Münzer, qui est en même temps une histoire de la guerre des paysans, et il travaille à la redéfinition du musée pour le 500e anniversaire de la guerre des paysans, donc 1525-2025, un projet intitulé, magnifiquement, un projet intitulé Freiheit. Et Freiheit, ça veut dire liberté en allemand, hein, frei, libre, free en anglais, Freiheit, mais Freiheit avec un Y, avec cette graphie, évidemment, du XVIe siècle. Voilà, exactement, du haut allemand, cette graphie ancienne qui montre qu'on va vraiment célébrer tout cela. Alors, ce sera intéressant de voir ce que ça va donner, parce que, surtout en Allemagne, hein, les célébrations historiques sont toujours très connotées politiquement. Qu'est-ce que ça va être en 1525 que cette célébration de la Freiheit, de la révolution sociale du XVIe siècle? Gageons que, sous un chancelier social-démocrate, tous les espoirs sont permis. Oui, juste une chose sur le livre d'Engels. Ce qu'il y a d'intéressant, au fond, c'est que tout d'abord, il arrive après le livre sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre, qui est, on l'oublie souvent, un des premiers livres d'enquête. Alors évidemment, il ne se présente pas du tout comme un livre de Malinowski, sur les Argonautes du Pacifique occidental, mais d'ailleurs, c'est pas la même situation. Mais c'est pas une enquête avec, disons, le degré d'exigence qui sera celui de l'anthropologie plus tard. Mais enfin, c'est une enquête tout de même. Et ça vient très longtemps avant, même la naissance de l'anthropologie, avant Fraser, avant Durkheim, avant Mauss, etc. Donc c'est un livre... c'est un livre important et c'est une nouvelle attitude intellectuelle et nouvelle attitude dans l'écriture. Même si ça part du journalisme, finalement. C'est un journalisme un peu d'un genre nouveau, quand même. Oui, oui, mais d'ailleurs, les liens entre journalisme et littérature tout au long du XIXe siècle sont tout à fait, et après, sont tout à fait productifs. Social en même temps. C'est ça, c'est ça. Et puis de l'engagement politique, naturellement. Je pense que d'une certaine façon, ça préfigure Zola, qui est, d'une certaine façon, le père des sciences sociales. C'est-à-dire, les enquêtes de Zola, on raille souvent le fait qu'il est allé qu'une semaine à Anzin, etc. Enfin, c'est mieux que de ne pas y aller du tout. Or, le cas de Fraser, c'est de ne pas y aller du tout. Le cas de Durkheim, c'est de ne pas y aller du tout. Le cas de Mauss, c'est de ne pas y aller du tout. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire, voilà, il préfigure cette nouvelle forme d'attitude qui est une enquête, d'aller sur le terrain, d'étudier, d'interroger les gens. Il va dans les cafés, il rentre chez les mineurs et les ouvriers, il les interroge. Bon. Et ce qu'il y a de très curieux, enfin, qui devrait interroger, c'est que entre ce livre-là et le livre qu'il écrit sur la guerre des paysans, il y a une différence, un contraste absolu de méthode. Au contraire, ce qu'on reproche, à mon avis, à tort au livre sur la guerre des paysans, c'est qu'il le dit lui-même, d'ailleurs, dès sa préface, au fond, il ne s'appuyait presque que sur un livre, celui de Zimmermann, qui était parfaitement documenté. Seulement, ce qu'il fait, c'est que de ces documents, ces informations, ces renseignements recueillis par Zimmermann dans les archives, il va les informer, comme tu dis, du marxisme naissant. Et donc, il va, en quelque sorte, structurer d'abord, il va laïciser Zimmermann, qui lui est croyant. Voilà. Une démarche qui ressemble à celle du socialisme utopique, parce qu'il est très empathique avec les paysans Zimmermann. Oui, absolument, mais avec un aspect religieux. Et non seulement il le laïcise, mais il ne fait pas que ça, il lui intègre véritablement une pensée nouvelle. C'est donc, on peut dire qu'il fait naître quelque chose qui est de l'histoire pensée, en quelque sorte. Et le fait que ça soit tellement en contraste avec son enquête devrait nous faire réfléchir. D'autant plus que c'est une attitude, au fond, qui n'est pas seulement une attitude intellectuelle, c'est une attitude littéraire qu'on trouve assez souvent. On trouve ça chez Stendhal, par exemple, qui prend un livre Rampe et qui le suit et qui lui insuffle quelque chose qui est la subjectivité stendhalienne et qui fait que la vie de Rossini ou tel musicien n'est pas du tout le livre Rampe, mais tout autre chose, au fond, avec une perception, une sensibilité neuve, même si les faits, tels que les rapporte à ce moment-là Stendhal, sont empruntés à un seul
un seul livre. Donc voilà, il y avait cet aspect. Il fait une lecture au sens fort d'interprétation. Il donne un nouveau sens à un matériau qui n'a pas réuni lui-même par ses propres observations. Tout à fait. Mais à partir duquel il réussit à penser complètement autrement. C'est ça, c'est ce que fait Engels. Et je crois que là aussi, alors de manière tout à fait différente de Münzer, mais là aussi il y a une écriture. Tu citais ce début, donc sur le fait que les Allemands ont aussi leur révolution. Il y a tout à coup un ton nouveau, au fond, pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'essai. C'est-à-dire justement un ton qui ne se dissimule pas, un ton un ton d'une clarté nouvelle, en quelque sorte, qui a un rapport d'abord immédiat avec le présent et l'extériorité, quelque chose qui est extérieur au problème du livre, c'est-à-dire avec le monde, au fond, et qui s'expose comme tel. C'est une écriture qui s'expose, au fond, qui court le risque. Et ça, c'est tout à fait, à mon avis, aussi intéressant. Et alors, pour justement lier un petit peu ce que nous disions avec le présent, au fond, et puis élargir de Münzer à la révolte, au fond, à laquelle il participe. Ce qu'il y a de tout à fait frappant, je crois, pour nous, aujourd'hui, ce qui crée encore une sorte de solidarité aussi entre ce mouvement de la guerre des paysans, qu'on appelle aussi le soulèvement de l'homme ordinaire, qui est d'une certaine manière une expression que j'aime mieux, qui me paraît plus adéquate par rapport au phénomène, à ce qui s'est véritablement produit, c'est que, justement, c'est un mouvement hétérogène. Et nous, dans le monde où nous vivons, nous avons affaire aujourd'hui, une fois que le communisme réel s'étant effondré, que le prolétariat s'est dissous, on a affaire, ou en tout cas on s'aperçoit qu'on a affaire à des mouvements hétérogènes. Quand on voit les Gilets jaunes, c'est un mouvement où on trouve des gens d'appartenance professionnelle différentes, qui appartiennent à ce qu'on appelait des classes sociales avant assez différentes, au fond. Et ça, c'est pas sans lien, au fond, avec ce qui s'est passé au moment de la guerre des paysans, ou du soulèvement de l'homme ordinaire, où on trouve des petits artisans, des paysans, donc des gens des ruraux et des gens des villes, des étudiants pauvres, donc des intellectuels, et puis des ouvriers aussi des mines, etc. Donc, du coup, comment dire, ça fabrique fatalement une sorte de rapport au débat, à la différence, qui est autre chose qu'un monde dans lequel on a un prolétariat qui se soulève avec une doctrine, déjà un corps de doctrine. Et puis du coup, l'autre point qui est lié au corps de doctrine, c'est que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est, je crois, ce que tu soulignais en premier, c'est qu'on se tourne vers les principes, ceux qui sont disponibles, c'est-à-dire en l'occurrence pour la guerre des paysans, ceux du christianisme, et puis on confronte au fond les autorités chargées de les faire appliquer avec ces principes, et on se rend compte que ces principes sont trahis. Et c'est donc en vertu de cette trahison qu'on entre en conflit avec les autorités. On somme les autorités d'abord d'appliquer les principes. C'est en général, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui d'une certaine façon et qui souvent déroute une partie des gens de gauche notamment qui se disent mais qu'est-ce que c'est, pourquoi évoque-t-il la Révolution française de cette manière avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, plus du tout la tradition révolutionnaire qu'on connaît? C'est parce que les gens se tournent au fond vers ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire la Révolution française, et ils disent les principes, c'est la Déclaration des droits de l'homme, elle dit qu'au fond le peuple est souverain et nous ne le sommes pas du tout, pourquoi? Elle parle d'égalité, nous ne sommes pas égaux, pourquoi? Et au fond, on voit bien que c'est le même mouvement, les principes sont trahis, il va falloir qu'ils soient appliqués. C'est une sorte de premier mouvement dans les révoltes qui est tout à fait capital et qui fait qu'il existe une sorte comme ça de ressemblance entre cette période lointaine et la nôtre. De même que le Christ et saint Paul disent que les hommes sont égaux dans leur être même et nous voyons, dit Münzer et disent les paysans, que dans la société telle qu'elle fonctionne dans l'Allemagne de l'époque ou aux yeux de l'Église, ça n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les valeurs même de l'ordre tel qu'il est, de quoi le subvertir. Oui, tout à fait. C'est en plus un point, une fois que cette égalité est dite, c'est un point absolument incontestable. Et c'est un point qui, auparavant, justement, était pris sous un autre registre, sous un registre au Moyen-Âge, en général, lié, que ce soit chez Villon ou chez Rabelais, par exemple, à la mort. La mort était le grand opérateur d'égalité. Mais on n'osait pas aller au-delà, d'une certaine façon, où on ne pouvait pas, où cette pensée était inaccessible. Tandis que là, c'est sur un registre social, tout à coup, que ça s'exprime, et donc beaucoup plus vif et beaucoup plus semblable à la vie réelle. Et Engels, dans sa lecture, qui est elle-même datée, voit le religieux comme un masque, comme quelque chose... Alors, ça va être développé, c'est un point de vue qui va être développé ensuite dans le marxisme orthodoxe, et qui est... c'est une idée qui a la vie dure.
Et en France tout particulièrement, avec l'idée que la religion, c'est nécessairement quelque chose d'aliénant, ça va nécessairement à l'encontre de l'émancipation, hein, c'est le fameux républicanisme et universalisme à la française. Engels voit tous ces éléments de religieux comme, c'est ça le principe de sa lecture et de son interprétation, hein, comme des éléments qui ne viennent que recouvrir finalement quelque chose qui est opératoire indépendamment de cette immanence. Oui, alors, qu'en réalité, je pense, enfin, du point de vue du langage, en tout cas, on parle toujours deux langues au moins, enfin, et même davantage d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on apprend à parler dans un monde qui progressivement disparaît, change, et puis soi-même, on fabrique sa propre langue. Il y a même d'ailleurs des conflits, en général, avec les parents, avec les enseignants, liés à la langue. On voit bien que la langue est un sujet de dispute en permanence. Comment faut-il écrire tel mot, l'orthographe, l'argot, etc., etc. Et donc, on écrit toujours entre de langues, et c'est aussi ça, au fond, écrire ce que fait Münzer, c'est-à-dire qu'on se trouve à un moment où il utilise encore des concepts, des expressions héritées de la scolastique, de la liturgie, enfin, etc., et il est en tension vers autre chose, donc ça n'est pas effectivement un masque, à mon sens, c'est une sorte de prise, comme ça, au sein de la langue, où se défont progressivement, comme ça, ce que Barthes appelait justement des indices de soumission et de subordination dans sa leçon. Oui, c'est pas un masque, c'est la chair même, c'est la substance même de la pensée, de l'être et de la révolte. On en revient toujours au caractère déterminant de la langue, qui est bien montré d'ailleurs par les modernistes pour des sujets de l'époque moderne. Je pense notamment à Lucien Febvre quand il parle de la religion de Rabelais, qu'il étudie la langue dont Rabelais dispose pour essayer de voir et de penser le monde. Et Lucien Febvre montre de manière très nette que Rabelais ne peut pas être athée, parce qu'on ne dispose pas au XVIe siècle des instruments techniques, mais aussi des catégories mentales et des mots, tout simplement, pour penser un monde sans Dieu. Et puis Rabelais aussi montre que la langue du XVIe siècle, que ce soit en France ou que ce soit en Allemagne, est un joyeux capharnaüm qui n'a pas du tout encore été ni standardisé, ni normé, ni régulé, et où l'on peut se livrer à toutes les joliesses, à toutes les inventions, à toutes les éruptions, dont Münzer est un magnifique exemple. Merci beaucoup, Johan Chapoutot, Éric Vuillard, d'être venus nous parler donc de ce livre dont vous avez fait la préface, Thomas Münzer, Christianisme et Révolution, écrit théologique et politique, une sélection de textes donc traduits par Joël Lefebvre avec une introduction de Joël Lefebvre. J'en profite aussi pour rappeler donc que La guerre des paysans de Engels, de Friedrich Engels, vient d'être rééditée aux éditions sociales avec aussi une préface d'Éric Vuillard et une introduction de l'historienne Rachel Renaud. Merci messieurs. Merci.